Et ce n'est pas la première fois que je viens à Grenoble ni à l'UGA, parce que comme l'a dit Christine, ben, ça fait quelques années que je viens rendre visite à Promising. Dans un premier temps, j'étais pour les écoles de rentrée de Promising 2016 et 2017, je pense. J'ai collaboré sur le travail des compétences de créativité et d'innovation. À l'époque, ils avaient repris des travaux que j'avais faits pour établir le petit livret d'évaluation des compétences. Et puis, depuis 2016, en fait, moi, j'étais occupée avec une thèse de doctorat que j'ai présentée et défendue l'année passée, en 2022. Et c'est un peu ce travail-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, vous voyez le nom de mes directrices de thèse, on appelle ça des promotrices en Belgique. Donc, professeur Claire Lobet et professeur Anne Walmack. Vous voyez aussi que Valérie Chanal était dans le comité. Nous, on a un comité d'accompagnement de thèse. Donc, Valérie a accompagné plusieurs années le travail que j'ai fait. Et dans le jury de thèse, il y avait le professeur Olivier Germain de l'UQAM à Montréal. Alors, donc vous voyez que le titre est un peu pompeux, hein, mais je vais essayer de décrypter tout ça pour vous. Donc, l'expérience spatio-temporelle de la créativité, les impensés du processus créatif. Donc, on va vraiment être à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé particulièrement... C'est les diapos. Non, tout à l'heure, ça marchait. Ça va revenir. Avec la flèche. Donc, moi, je me suis intéressée particulièrement, comme vous l'entendez dans le titre, aux dimensions d'espace et de temps de la créativité. Donc, on sent bien que quand on est dans des espaces différents, on va avoir un rapport à la créativité qui est différent. On sent bien que aussi, suivant les moments de la journée, on va avoir aussi des rapports différents à la créativité. Et donc, c'est ça que je souhaitais investiguer plus profondément. Alors, la perspective, je ne vais pas vous refaire la perspective théorique, mais donc moi, je me situe vraiment en gestion, en faculté de gestion, gestion des organisations, les dimensions d'espace et de temps de la créativité. Et dans une perspective, il y a eu des appels de plusieurs auteurs pour que les organisations et la créativité soient étudiées de manière plus dynamique. On était dans une vision assez statique des choses, dans une dimension plus expérientielle de la créativité, qui soit vraiment de l'ordre du vécu. Il y a peu de choses qui sont étudiées de cet ordre-là. Et au niveau holistique, ça, vous voyez, il y a un seul appel, mais c'est un auteur qui est proche de Todd Lubart, qui a fait sa thèse avec Todd Lubart. Il avait à nous qui fait un appel pour qu'il y ait une approche beaucoup plus holistique de la créativité. Et ce qui s'est passé, c'est que la créativité, elle a été étudiée en psychologie, beaucoup. Et donc, en psychologie, on a tout découpé, on a fait beaucoup de quantitatifs, où on a été voir les effets d'un changement de valeur sur ce que ça donnait. Donc, ça a été fort découpé, mais une approche plus holistique en psychologie, c'est plus compliqué, parce qu'il faut beaucoup de quantitatifs. Donc, l'avantage de la gestion, c'est que moi, j'ai pu faire du qualitatif. Alors, la problématique générale de recherche, du coup, elle se lit comme suit. Quelles sont les dimensions spatio-temporelles de la créativité dans cette perspective dynamique, expérientielle et holistique? Alors, pour cela, il fallait un cadre conceptuel et une méthodologie. Donc, je vais vous parler succinctement parce que c'est assez complexe, mais je vais quand même vous donner les quelques clés que j'ai utilisées. Et puis, j'ai travaillé une partie, c'était quelles sont les dimensions d'espace et de temps du processus créatif en soi. Et l'autre recherche que j'ai faite, c'est est-ce que les espaces créatifs, comment ils sont conçus et comment ils sont vécus, et est-ce qu'ils permettent réellement la créativité? Alors, les concepts, je n'ai pas repris tous les concepts de créativité, de processus créatif, parce que je pense que vous êtes quand même une communauté qui connaît ces concepts. Par contre, il y a un concept que je trouve important à mettre en lumière. Il y a Puccio qui a écrit un article en 2020, vous voyez que c'est récent, sur le concept de polarité en lien avec la créativité. Et il définit ça comme un continuum qui contraste des paires d'opposés à chaque extrémité d'une dimension particulière. Alors, c'est un peu pas très préhensible comme définition, mais en fait, on voit très bien ce que c'est le yin-yang. Et en fait, on a deux polarités, on a une chose et son inverse, et en fait, on vit les deux. Et c'est ça qu'on appelle une polarité. C'est-à-dire que ce n'est pas une tension, c'est qu'on vit à la fois l'un et l'autre. Et Puccio met en évidence quelques polarités liées à la créativité, mais moi, dans ma revue de littérature, j'en ai fait en fait émerger beaucoup. Et on voit que les polarités sont vraiment au cœur de la créativité. Au niveau de la définition, on voit bien qu'il faut à la fois de la pertinence et de l'originalité. Au niveau macroéconomique, on dit qu'il faut
de la créativité, c'est-à-dire qu'on va proposer des choses neuves, mais il faut aussi que des gens se conforment à ces choses neuves, à ces choses créatives, si on veut qu'elles soient appropriées. Si on propose que des choses neuves et que personne ne se conforme aux choses neuves, il y a jamais, ces choses neuves ne sont jamais appropriées par la population. Donc, il y a besoin des deux. Au niveau de la personne créative, alors, il y a pas mal d'auteurs qui ont mis en évidence des polarités de la personne créative, notamment Csikszentmihalyi Halihi. Il a vraiment une liste de 15 personnalités créatives, de polarités créatives pour les personnes créatives. Notamment, il faut, comme vous le savez, à la fois on utilise son cognitif, mais son affectif. À la fois, on est dans de la contemplation quand on est créatif, mais à la fois, on est aussi dans l'action. Il va y avoir les créatifs sont des personnes qui sont passionnées, mais en même temps qui ont une forme de discipline. Donc, il y a vraiment pas mal de polarité à ce niveau-là. Au niveau du processus créatif, évidemment, vous êtes des experts, vous savez qu'il y a le travail conscient et inconscient, la pensée divergente et convergente, on a besoin des deux. On a besoin de travail individuel et de travail en équipe, on a besoin des deux aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment des polarités, ce n'est pas des tensions, c'est vraiment, on a besoin des deux. Au niveau organisationnel, Carlsen et al., dans un cabinet d'architectes, on a mis plusieurs en évidence, notamment le zooming in et le zooming out. Et dans les espaces collaboratifs, alors là, c'est multiple, il y a aussi pas mal d'articles qui en parlent. Alors, après avoir être moi-même passé par un processus créatif, parce que la recherche, c'est un processus créatif, je suis heureuse de vous livrer les résultats. Donc, le cadre conceptuel, je vais passer rapidement dessus, mais je me suis intéressée quel cadre conceptuel pour une étude spatiale des lieux, et nous faisons la proposition d'un concept qui s'appelle l'espace expérientiel connivant, d'après le philosophe François Julien. Alors, François Julien, comme vous le savez sans doute, c'est un philosophe français, et nous, on le caractérise comme le philosophe de l'impensé. Pourquoi? Parce que François Julien, il a fait beaucoup d'essais. Il part de la pensée chinoise pour repenser la pensée européenne. Et en fait, qu'est-ce que ça lui permet de faire? Ça lui permet de faire l'écart entre les deux pensées et de se dire, en pensée chinoise, ils ont pensé des choses que nous, on n'a pas pensé dans la pensée européenne. Et donc, l'impensé, pour lui, c'est un pensée en amont de la pensée, à partir duquel on pense, et par là même auquel on ne pense pas. Vous allez comprendre mieux dans la suite ce que ça veut dire. C'est un peu compliqué comme concept, mais ça permet de penser des choses que nous, dans notre logique, on n'a pas su penser. Alors, qu'est-ce que François Julien dit? Qu'en Europe, on va être dans une logique d'intégration, c'est-à-dire qu'on va avoir une composition de différents éléments. On voit bien dans la recherche, on va découper en différents éléments et puis on va recomposer. Ça, c'est la logique européenne. Tandis que dans la logique chinoise, on va être dans une logique d'appariement. C'est une mise en tension entre des polarités. Donc, je vous ai dit le concept de yin-yang, typiquement, ça vient de la pensée chinoise, mais aussi une chose, si on traduit le mot chose du chinois, ça veut dire est-ouest. Donc, on voit bien que de nouveau, on a une polarité. Et de même, le terme paysage, sémantiquement, ça veut dire montagne-eau. Alors, qu'est-ce que François Julien dit? Il dit que le paysage, il est pensé comme une corrélation entre des opposés, entre les montagnes et les eaux, mais aussi, évidemment, entre le haut et le bas. Donc, on voit bien ici, l'immobile de la montagne, l'ondoyant de l'eau, l'opaque de la montagne, le transparent de l'eau, le massif et le fluide. Oui, ça, c'est le bug de mon ordi, vous m'excusez. Voilà. Et encore, le vu et l'entendu. Donc, le paysage en Chine, c'est en fait un ensemble de différentes mises en tension. On a comme une discussion entre la montagne et les eaux. Et c'est cette discussion qui crée le paysage. Alors, j'ai eu la chance, et aussi pour ça que j'ai pu le prendre comme cadre conceptuel, c'est que François Julien a écrit beaucoup d'essais. Il en a écrit un sur le temps, qui s'appelle Du temps, élément d'une philosophie du vivre, et puis il en a écrit un sur l'espace, qui est Vivre de paysage ou l'impensé de la raison. Alors, quelques éléments extraits de ces essais. Donc, le temps en Europe, Julien dit qu'il est linéaire. C'est-à-dire qu'on a une ligne du temps qui est ponctuée d'événements exceptionnels qui se succèdent. On voit bien, on note les dates, et c'est ça qui est important dans notre temps, dans notre histoire. Tandis qu'à un moment, c'est le laps de temps entre un début et une fin. Tandis qu'en Chine, ils n'ont pas cette vision de l'histoire. Pour eux, c'est un ensemble d'ères et de saisons qui varient et qui reviennent toujours. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus cyclique et rond. Et le moment, c'est l'occasion qui se vit au présent et qui dépend de la disponibilité de l'individu à l'accueillir. Donc, on n'est pas du tout dans une même logique et même façon de penser. Au niveau de l'espace, Julien dit, en Europe, on va observer le paysage de l'extérieur. Typiquement, ici, un très beau paysage.
on va se poser en sujet qui regarde l'objet qui est le paysage. Donc, on est vraiment coupé du paysage. Le paysage est la partie d'un tout, c'est-à-dire je vois un bout, puis il y a d'autres choses derrière. Donc, c'est seulement une partie. Il est défini par sa physicalité, mais aussi par la géométrisation de l'espace. Donc, typiquement, on va avoir les jardins de Versailles, hein, c'est géométrique, c'est un beau paysage. Voilà. On a cette notion. Et qu'est-ce qu'il est caractérisé par sa beauté, on va dire un beau paysage, son harmonie, si c'est harmonieux, et son horizon qui est limité. On va avoir un tableau, on sait, ça, c'est le paysage. Tandis qu'en Chine, Julien dit, le paysage se vit de l'intérieur. La personne, elle est dans les montagnes et les eaux, elle est au cœur. Et donc, l'objet et le sujet sont interreliés. En fait, le sujet, il fait partie du paysage, il est dedans. Le paysage est un tout, vu qu'on est au milieu, tout est paysage. Donc, il n'y a pas de partie de tout. Et il est défini aussi par sa physicalité, mais aussi par sa sensibilité. On se rend bien compte que quand on est devant un paysage, il y a quelque chose qui se passe, on ressent quelque chose, il y a des émotions ça peut aussi faire émerger, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Or, en Europe, on n'a pas du tout pensé ces émotions qui étaient procurées par le paysage. Et chez les Chinois, ils disent l'effet de paysage touche simultanément à la physicalité et à la sensibilité, donc à la fois au corps et aux émotions, chez la personne qui le vit, mais aussi au sein du paysage même. Donc le paysage même est partie du paysage. Donc il y a comme une connexion, il parle de connivence entre l'espace et l'individu. Et le paysage est caractérisé par sa singularité, il est unique, par justement les montagnes et les eaux qui le créent, par sa variation, donc il va y avoir des variations dans le paysage, en intensité, aussi on va avoir des choses différentes, et l'horizon est non limité, donc on est dans des pensées différentes. Alors, mais qu'est-ce que ce cadre conceptuel permet? Nous, on a pensé que ce cadre conceptuel permettait justement la perspective que je souhaite aborder, c'est-à-dire que on est dans une perspective dynamique puisqu'on a cet échange, cette discussion entre les montagnes et les eaux, ces polarités, mais c'est vraiment une vision dynamique du monde. On est aussi dans une dimension expérientielle puisque la personne qui est dans le paysage le vit. D'ailleurs, il parle de vivre de paysage. Et on est dans une dimension, une perspective holistique puisque tout est interrelié, le paysage avec la personne, avec les montagnes, avec les autres, tout est interrelié. Donc, François Julien, pour nous, était une réponse à la perspective qu'on souhaitait aborder. Et pour étudier l'espace et le temps qu'on a identifié donc, dans les espaces qu'on a étudiés, mais on s'est dit on va extraire, ça c'est notre proposition, un guide d'études de cet espace, et on l'a appelé cet espace l'espace expérientiel, puisqu'on est dans l'expérientiel connivant, en lien avec la connivence entre l'espace et les individus dont parle Julien. Et pour ça, on a repris 4 dimensions que décrit Julien dans son essai. L'esprit du lieu, donc vous voyez ici, c'est percer l'esprit de l'espace, ce qui émane de sensible, ce qui est ressenti en même temps que perçu. Les polarités qui sont à l'œuvre, évidemment, comprendre comment l'espace est vécu à travers les différentes polarités qui sont à l'œuvre, quelles sont les polarités à l'œuvre. L'activation, faire émerger ce qui est activé et intensifié. On voit bien, Julien dit que quand on est dans un paysage, il y a quelque chose d'activé, d'intensifié. Qu'est-ce qui, dans notre espace, est activé, intensifié? Et apprécier en quoi cet espace est unique pour démontrer en quoi il est singulier. Capturer ces variations en termes d'intensité et de diversité et saisir l'espace existant au-delà de cette limite physique. Donc ça, c'est les 4 dimensions qu'on a décidé, qu'on s'est dit, ça pouvait nous aider à étudier un espace autrement, avec cette perspective. Alors, vu que vous êtes dans un monde, vous allez comprendre, dans un monde créatif, où vous utilisez aussi les prototypes, les artefacts, mais c'était logique que j'aille jusqu'à la production d'un artefact pour le résultat de ce guide, aussi parce que comme on est dans une logique à la Julien, la professeure qui m'accompagnait sur cet article m'a dit mais on ne peut pas rester avec un guide en 2D. C'est statique, c'est pas dynamique, il faut un guide en 3D. Donc, je me suis amusée, vous voyez, ça c'est mon prototype fait en 15 minutes. Hein. Je me suis dit un truc avec des tensions, j'ai tout de suite pensé au jeu de mes enfants, que vous avez peut-être connu, ce fameux jeu très très solide, hein, parce qu'il date de mon enfance, donc il est toujours bien vivant. Et j'ai vraiment plaqué des choses. Et puis, je suis allée voir mon collègue au Fab Lab et on a développé ce prototype qui est en train d'être imprimé. Et donc, on a l'esprit du lieu ici, la variation là, on a une étoile qui montre en quoi c'est unique sur le côté,
Et alors, pour l'horizon lointain, on a la longue vue, c'est un kaléidoscope que j'ai commandé chez Amazon qui permet de voir le lointain. Et à l'intérieur, il y a une boule à facettes pour montrer ce qui est activé, intensifié. Donc, il y a une boule à facettes, je pousse sur un petit bouton et il y a plein de lumière qui se mettent. Et la polarité, eh bien, elle est dans le mécanisme avec un élastique qui permet la tension. Donc, on a repris vraiment le mécanisme de là. Voilà, ça, c'était pour pousser la recherche jusqu'à l'artefact. Alors, l'étude de cas, en fait, le cas que j'ai étudié pendant ma thèse pour les deux articles plus empiriques, les deux recherches plus empiriques, c'est le cas du Hub créatif de Namur, qui s'appelle le TRAC, et dont l'Université de Namur est partenaire. Et donc, moi, je faisais partie de l'équipe, je fais toujours partie d'ailleurs de l'équipe qui anime le lieu avec deux autres partenaires. Donc, vous voyez qu'on a eu un prototype, c'est un ancien logement, maison de logement étudiant, qu'on avait vraiment adapté pour en faire un hub. Donc, typiquement, avec le Fab Lab dans le garage, tous nos stocks de matériaux dans les salles de bain. Il y avait des éviers dans tous les bureaux parce que c'était des anciennes chambres. On avait un grand jardin. Voilà. Et donc, on a monté le début du hub là-bas. Et puis, on a eu des fonds européens qui nous ont permis de développer un hub créatif avec les fonctions que l'on souhaitait dans l'ancien hall de sport de l'université. Alors, malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a inauguré ce lieu en janvier 2020. Donc, vous pensez bien que nous avons été complètement stoppés dans notre dynamique. Mais ça nous a, voilà, c'est reparti. Donc, on a 3 cofondateurs. Un fondateur qui est un acteur de développement économique institutionnel de la province. Un acteur qui est plutôt en mode, nous on appelle ça association sans but lucratif, donc plutôt du non-profit. Qui est à la croisée entre la créativité, les arts, le numérique, la science et la recherche, et l'Université de Namur. Et on est centré sur les industries créatives, ça veut dire qu'en fait, on a des bureaux dans le lieu, mais qui ne sont dédiés qu'aux entreprises du secteur des industries créatives, notamment des startups. Mais pas que. Donc, on a aussi, comme vous voyez, un coworking sur le plateau haut et le plateau bas. Tout le monde est le bienvenu pour le coworking. On a une arène qui permet des conférences sur différents sujets qui sont… Donc, le lieu est vraiment centré sur la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc, on a de multiples événements qui sont liés à ces thématiques-là. Vous voyez qu'on a évidemment des lieux de convivialité avec la cuisine. Ce qui est important, c'est qu'elle est juste en face de l'entrée avec le coin café aussi. On a une salle de créativité, on a un protolab, maintenant on l'appelle le protolab, avec, donc il y a Fab Lab et en même temps il y a un Media Lab maintenant avec XR, VR, un studio de podcast. Donc ça, c'est assez nouveau. Donc, la méthodologie que j'ai utilisée pour cette thèse, ça se situe en phénoménologie. Donc, j'ai utilisé le guide d'études de l'espace expérientiel connivant, aussi bien au niveau du vécu participant, parce que je n'ai pas fait de l'observation participante puisque je suis dans une perspective Julien, donc j'ai fait du vécu participant en tant que partie de l'équipe d'animation. Des entretiens semi-directifs à l'aide du guide, ça me permettait de rebondir avec le guide. Et troisièmement, l'analyse des entretiens, je les ai fait en théorie ancrée, c'est-à-dire qu'on part vraiment des verbatims de ce que disent les gens et que j'ai recroisé après avec le guide d'études d'espace expérientiel, notamment pour mettre en évidence des polarités. Ce n'est pas quelque chose qui… Les gens ne vous disent pas « je vis telle polarité ». C'est « je vis X, je vis Y », et puis moi, j'en ai fait en conceptualisant, je me suis dit « ah ben là, il y a des polarités qui sont à l'œuvre ». Donc, le premier article empirique, c'est celui sur les processus créatifs. Donc, on est arrivé à un modèle des espaces-temps vécus du processus créatif. Alors, la question de recherche, c'est quelles sont les dimensions spatiales et temporelles expérientielles du processus créatif, aussi bien au niveau cognitif que corporel et de cœur, mais aussi en lien avec l'extérieur, puisque je suis dans cette perspective holistique. Donc, ça prend vraiment tout en compte. La méthodologie, donc, comme je vous ai dit, pour cette recherche-là, ça a été exclusivement des entretiens semi-directifs avec 16 créatifs que je conçois. Le créatif, c'est à la croisée de l'art et de la gestion au sens de Ciapello, qui a écrit un très beau livre là-dessus. Ciapello qui a travaillé avec Boltanski, si vous connaissez, parce que voilà, Boltanski est fort connu, et Ciapello, elle avait travaillé avec Boltanski, donc elle est vraiment dans cette lignée-là.
Et donc, il y a 11 hommes et 5 femmes qui ont été interrogés de différents secteurs des industries créatives, le postulat étant que les créatifs sont ceux qui maîtrisent le mieux la créativité, donc qui vont pouvoir nous en apprendre plus puisque les phénomènes vont être forcés chez eux. Donc, les prénoms ont été modifiés, évidemment, et vous voyez qu'au niveau des âges, on a un peu toutes les tranches d'âge qui sont représentées, en tout cas jusqu'à 55 ans, au niveau des profils des créatifs interrogés. Alors, les résultats, j'ai mis en évidence, parce que cette recherche-là, je l'ai plutôt fait seule, un concept d'espace-temps vécu du processus créatif, qui est un mouvement, à mon sens, d'espace et de temps, qui est créé et vécu par le créatif, au niveau, donc simplifié, quand je vais parler du cognitif, du corps et du cœur, je vais dire CCC pour la suite de la présentation, en lien avec l'environnement extérieur et les autres personnes font partie de l'environnement extérieur, et tout ça participe au processus créatif. Donc, tout ça est un peu ce qu'on peut, mais en gros, c'est par quel moment est-ce que des moments qui sont liés à un temps et un espace bien particulier, le créatif passe pendant son processus créatif. Et ce que je pense que ça apporte comme plus-value par rapport à ce qui existait, en tout cas ce qui est complémentaire par rapport à ce qui existait avant, c'est que ça permet de penser un processus qui n'est pas verbalisé, qui n'est souvent pas mis en mots, qui souvent n'est pas pensé en fait. On le vit, on le fait, ce sont des choses, des pratiques, des routines implicites, comme de nouer ses lacets, mais c'est pas la première chose qu'on discute quand on va au bar du coin, c'est « Tiens, et toi, quel est ton processus créatif ?» Donc, je pense qu'ici, ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on vit et que certaines personnes vivent de manière plus intense et plus développée que d'autres. Donc, les espaces-temps que j'ai mis en évidence jusqu'à présent, il y en a 5. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Au niveau de la légende, vous allez voir, donc, il y a ce que j'ai appelé les éléments bruts. C'est les petits éléments sur lesquels on va pouvoir créer des idées. C'est des choses qu'on capte. Puis, il y a l'idée qui est en construction. Vous voyez ces éléments qui sont travaillés. Il y a des essais-erreurs entre ces éléments. Et puis, à un moment, on arrive à une idée finie. Et donc, ils sont en carré. Ils ont trouvé leur place. Donc, je vais passer chaque espace-temps en... Je vais vous expliquer chaque espace-temps. Donc, l'attention parallèle. Donc, vous allez voir, chaque nom d'espace-temps est une polarité. Donc, Stanislas dit, je crois que c'est une partie de la tête, une partie du corps, comme un espace, comme un lieu en nous. Et Constantin dit, ce sont des sens qui sont tout le temps ouverts. Inconsciemment, c'est tout le temps là. Enfin, je ne sais pas, ça me semble normal. C'est un automatisme qui a toujours été là. Ce n'est pas vraiment une tâche de fond, c'est ça que je suis distrait en fait. Ce n'est pas juste, je vois une fleur et je la regarde dans le vide. Non, c'est parce que je suis tout le temps à me dire, tiens, ce truc m'intéresse, comment c'est fait. Donc, c'est vraiment comme si on avait une partie de notre corps, de notre cœur et de notre cœur qui était occupé en permanence à capter des choses. Donc, c'est pour moi un espace-temps de collecte d'éléments. Spatialement, c'est une poche intérieure qui est ouverte, qui occupe une partie du créatif et qui agit en parallèle de lui. Et temporellement, c'est ouvert en permanence car c'est présent en continu. Moi, je visualise ça un peu comme une bibliothèque qu'on se construit, on capte plein de choses dans notre vie de tous les jours et on va stocker ça en nous ou parfois de manière matérielle. Il y en a qui ont des carnets, qui ont des photos dans leur GSM. Donc, il y a différents moyens aussi matériels de stocker ces éléments. Dans l'atelier qu'on a fait mardi, il y a quelqu'un qui a utilisé le terme de réservoir, qui est moins organisé qu'une bibliothèque, donc c'est peut-être encore même plus précis, mais vraiment un réservoir d'éléments qu'on collecte. Alors, la spécificité pour moi de cet espace-temps, c'est qu'il est composé de 2 espaces attentifs. Un espace attentif qui est temporaire, c'est comme un réservoir permanent dans lequel on met des choses, et puis un réservoir temporaire qui, lui, est plus lié sur le projet sur lequel on travaille. Je donne l'exemple, par exemple, je travaille sur un mobil-home jaune. Avant, vous ne voyez jamais des mobil-homes, vous ne voyez jamais la couleur jaune, et tout d'un coup, vous n'allez plus voir que ça. Ça, c'est lié au concept d'encodage sélectif dont parle Barthes, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, ici, il est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va avoir pour le projet, et alors aussi, là, tout ce qui est problématisation par rapport au projet, capter toute la demande du projet va aussi situer là-dedans, donc ça, c'est dans le projet temporaire. Alors, donc le vécu, c'est vraiment en parallèle de soi. L'état d'esprit, ce sont les compétences dont on a besoin en créativité, de curiosité, de capacité à créer des rencontres et de la sérendipité, d'être là tout en étant ailleurs,
Et l'espace physique, ben, c'est les espaces de rencontre, d'inspiration, la vie de tous les jours. Vous allez au musée, vous allez voir un film, vous avez une passion pour une discipline, tout ça nourrit votre attention parallèle. Alors, le second espace-temps, c'est la densification dilatée. Donc ça, pour moi, c'est un espace-temps de travail des éléments. C'est un moment où les éléments vont être entrechoqués. Et alors, Christophe nous dit, oui, c'est une bulle. Maintenant, ça ne dure pas toute une journée, c'est vraiment par fraction. Mais oui, voilà, on se met pendant 2 heures, on ne parle à personne, on écoute notre musique et on essaye vraiment de sortir quelque chose de ça. Donc, donc c'est un espace-temps au niveau spatial. Vous voyez, ça englobe le créatif quand il le mobilise et on est dedans. Au niveau temporel, les fractions peuvent être durée limitée, donc ça peut être 15 minutes, ça peut être 2 heures, comme dit Christophe. Et ça peut aller jusqu'à 3 jours. J'ai des créatifs, très, très créatifs, qui m'ont dit pendant 3 jours, j'ai bien toute ma demande et puis je commence à travailler et c'est parti, quoi. Et donc, pendant 3 jours, ils parlent à peine à leur famille, ils sont présents à table, mais en fait, ils ne sont pas là. Ils dorment, mais en même temps, ça travaille. Et mon postulat, c'est que 3 jours, c'est un maximum humain, parce qu'il y a un moment où le corps n'est pas capable de plus. Il y a un moment où le corps a besoin de se reconnecter au social, de se reconnecter à son sentiment de faim, a besoin de dormir. Donc, 3 jours, c'est vraiment une forme de, ça peut être une forme de transe, en fait, à ce moment-là. Et la spécificité, c'est que, à mon sens, c'est qu'il y a 2 polarités qui sont actives en même temps. La première polarité, c'est une densification sur le cognitif, c'est-à-dire je me concentre uniquement sur mon projet, sur mon sujet. Là, on va rejoindre complètement le concept de flow de Csikszentmihalyi, c'est-à-dire je suis concentré totalement, j'en perds la notion du temps, je suis concentré sur mon problème. Les conditions pour ça, c'est se déconnecter de tout, des autres projets. Et donc ça, c'est lié au concept de disengage de William. Et aussi des conditions de travail positives. Si on commence à avoir faim, si on a froid, si on n'est pas bien assis ou si on n'est pas bien couché. Donc, il faut être quand même que son corps soit en paix avec soi-même et que ça permette au cognitif de travailler. Et à mon sens, le densifier sur un espace cognitif, ça répond à la composante pertinence de la définition. Parce que comme on est concentré sur le sujet, on prend en compte tout ce qu'on a intégré sur le sujet. Et alors, la deuxième polarité, oui. Ça va venir, oui. Le deuxième mouvement, c'est la dilatation du corps et des sens, en fait, qui arrive en même temps. Donc, on densifie sur le cognitif, mais en même temps, c'est comme si on dilatait soit le corps, soit les sens. Et ça, à mon sens, ça permet de répondre à la composante originalité de la définition, c'est-à-dire qu'on va pouvoir penser plus grand parce qu'on va dilater un sens ou le corps. Alors, Victor dit, ça s'oxygène, ça ouvre des horizons, des possibles aussi, comme le corps est occupé à marcher, à faire, comme quand on conduit, le corps prend le relais, ça permet au cerveau de se libérer et d'aller chercher des choses ailleurs. Et donc, ce que j'ai mis en évidence, c'est que les créatifs me disaient qu'ils mobilisaient un des sens. Alors, ça dépend de la personnalité, ça dépend aussi, à mon sens, en tout cas ici, dans les exemples que j'ai, du type de production qu'ils vont avoir à faire. Alors, typiquement, pour dilater, il y en a qui vont dilater le toucher, donc ils vont utiliser le geste et le crayon et le papier. De préférence, il me dit, sur des grandes feuilles A3, sur une grande table. Là, ça va être plus de l'ordre de la production d'un visuel, ou alors, quand ce sont les designers graphiques, ils vont être sur un grand écran et pouvoir aller chipoter, faire des essais-erreurs sur un grand écran. Au niveau de la production d'un objet, on va être dans l'expérimentation du prototypage dans un Fab Lab, on va faire des essais-erreurs, on va dilater le geste aussi. Au niveau, il y en a qui disent qu'ils ont besoin de dilater l'ouïe. Donc là, ça va être un son dilaté. Et un son dilaté, ce n'est pas n'importe quel son, ça va être soit du silence, comme ici, non, c'était Christophe tout à l'heure, il dit, lui, il met son casque et il met ça pour s'isoler, ou alors ça va être une musique sans parole, une musique de concentration, une musique classique. Alors, il y en a une qui m'a dit que c'était la musique hard rock, mais on sent quand même que dans l'hard rock, il y a quand même un effet d'espace qui se passe, ça amplifie l'espace, ça occupe tout l'espace. Et là, on sera plus dans la production de concepts. Alors, il y en a plusieurs, notamment les architectes, qui m'ont dit qu'ils avaient besoin de dilater la vue, avec une vue dégagée. Ou un espace dilaté, comme je vous disais, une grande table de travail.
Dilater la voix. Il y en a qui m'ont dit qu'ils se parlaient tout haut à eux-mêmes et que ça permettait de les aider à travailler les éléments. Et enfin, dilater le corps dans l'espace, ça, évidemment, il y en a beaucoup. Je ne suis pas la première à te dire, hein, ça date déjà de notre ami, comment il s'appelle, qui a inspiré Wallace, pardon, Poincaré. Poincaré disait déjà qu'il allait se balader et que ça participait à son processus créatif, il allait se promener dans les montagnes. Mais donc Thierry me dit, quand il conduit, donc la voiture, ça c'est quand même un endroit où ça permet, il y en a plusieurs qui mentionnent la voiture, parce qu'il y a la grande vitre, on est dans un mouvement, et on est aussi, le corps est occupé à un automatisme, et donc le cognitif peut se lâcher de manière plus grande. Scott me dit dans le train, Victor lors des balades, et pour Stanislas, c'est simplement le fait d'être en chemin. Il me dit que je prenne mon vélo, que je marche, que je prenne ma voiture. J'ai vraiment ce sentiment en chemin, tout d'un coup, ça travaille mes idées. Donc, l'espace physique, pour répondre à ta question, Bruno, un espace individuel hein, où on va se couper des autres et de tout. Ça peut être une grande table, il faut du confort, il y en a qui peuvent avoir du mouvement, une vue dégagée, un son dilaté, c'est un peu de tout ça, suivant la personne et suivant les conditions. Alors, vous voyez que j'ai quand même un petit bonhomme hors de la bulle, parce que certains vont utiliser le fait de parler aux autres, peut être aussi une forme de dilatation. C'est-à-dire on va avoir un échange avec une autre personne et ça peut servir aussi de dilatation. Souvent, c'est seul, mais on peut avoir cet effet aussi, notamment quand on est coincé, pour avoir un rebond quand on est coincé. Il y en a qui me disent, alors je vais voir mon collègue, mes collègues, je suis coincé, je refais une petite discussion et ça me relance dans mon travail. Donc, ça peut être le cas qu'on mobilise les autres. C'est pour ça qu'il est un peu à part. Alors, le troisième espace-temps, c'est la distance décantée. Donc, ça, c'est un espace-temps de mise à distance spatiale et temporelle du projet. Donc, de nouveau, je n'invente rien. C'est plutôt lié à la phase d'incubation de Wallace. Donc, on voit bien qu'on se coupe. Ce que je pense qui est nouveau, c'est cette distance spatiale et temporelle permet une régénération du CCC. C'est-à-dire que les créatifs me disent, au niveau du cognitif, c'est comme si j'avais un reboot, une remise à neuf, un esprit frais. Au niveau du corps, il me dit, ça me permet de reposer mon corps, de relâcher, de retirer la pression, de voir avec des yeux neufs. Et au niveau du cœur, ça permet de réévaluer ses sentiments. Ça, j'ai un petit peu traduit ce qu'il me disait, mais je regarde à neuf et on voit bien, hein, j'ai une idée, je dors dessus, et puis le lendemain, je me dis, soit c'est complètement pourri, soit je pensais que c'était pas terrible, mais en fait, c'est super. Donc, il y a vraiment besoin de ce temps et de cette distance. Et par ailleurs, en fait, on voit, donc ça, c'est le créatif, il se coupe. Et par ailleurs, c'est comme s'il y avait le projet qui poussait tout seul et qui décante et qui travaille dans son coin. Scott dit, et puis on s'en reparle le lendemain parce qu'il faut que ça a besoin de décanter un peu. Et ce dont on se rappelle le lendemain, c'est que ça a continué à gamberger, que ça a poussé naturellement et donc, finalement, c'est celui-là que je veux faire. Donc là, on a vraiment une mise à distance spatiale, une mise à distance temporelle qui est diffuse, de l'ordre d'une pause pour étendre le temps. Et comme je vous ai dit, c'est lié à la phase d'incubation de Wallace. Quatrième phase, l'émergence captée. Vous voyez tout de suite le moment Eureka, donc c'est vraiment lié à cette phase d'illumination de Wallace. Mais donc au niveau spatial, c'est un mouvement d'expulsion interne de l'idée. Elle sort en moi. Au niveau temporel, ça, vous en doutez, c'est rien de neuf non plus. C'est prompt, rapide, instantané, comme un flash. Par contre, la spécificité, c'est que c'est émergent, hein, c'est vraiment spontané, sans prévenir, sans contrôle. Donc, tout ça n'est pas neuf. Ce que je pense qui est neuf, c'est que la forme de l'idée, il me dit, c'est un ensemble compact, condensé, difficile à décortiquer. On a quelque chose comme une toute petite boule, mais comme si c'était tout un concept en soi dedans, on ne sait pas bien préciser. Donc, leur verbatim, ça va être de l'ordre il y a une image qui sort, ou une métaphore, ou un mot, un ressenti, un fil rouge. Et alors, au niveau du fond de l'idée, ça résulte comme s'il y avait un alignement du CCC. Donc, l'idée, au niveau cognitif, l'idée est juste. Elle répond à la somme des contraintes. Elle crée du nouveau. Donc, c'était tout ça que je cherchais, hein, c'était que ce soit pertinent et original. Elle crée du sens. Ça, c'est quelque chose qui vient en plus. En même temps, je sens, j'ai une émotion, c'est juste, je le sens. Et en même temps, je le ressens dans mon corps. Il y a quelque chose dans mon corps qui se relâche comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un alignement des trois qui se fait à ce moment-là, au moment où l'idée émerge. Donc, au niveau du vécu, c'est prêter attention à quelque chose d'évident qui cherche à s'exprimer.
L'état d'esprit, il faut une confiance en soi et envers des toutes petites choses qui émergent. Et l'espace physique, n'importe quel espace-temps, mais certains sont plus propices que d'autres, comme par exemple le moment du réveil ou de la douche, parce que c'est souvent un réveil, la douche, le moment où on fait autre chose, la vaisselle, ça peut être aussi, il y en a au moment du coucher, tout d'un coup, il y a toutes les idées qui arrivent. Voilà. Donc, Léopold dit c'est vraiment aléatoire. Ça peut être aussi, je ne suis pas en train de faire ça. Et puis d'ailleurs, c'est assez souvent comme ça que ça se passe. Puis je pense à ce projet-là, j'ai une idée, je vais me lever, je vais aller la noter. Et enfin, l'expulsion restituante. Et là, on est vraiment dans un mouvement d'expulsion externe de l'idée vers un autre individu. Temporellement, c'est de préférence dès qu'on a l'idée. Donc, les créatifs, ils sont dans un mode agile, donc ils vont se libérer du temps pour pouvoir répondre à ça. Et la spécificité, ça c'est quand même particulier, c'est qu'il faut un père ou une personne de confiance. C'est-à-dire, il y en a qui me disent, je peux le dire à mon conjoint, je peux le dire à mes parents, à mon frère, à ma soeur, mais en fait, leur avis, je m'en fous. Ce qui va m'intéresser, c'est quand j'ai vraiment quelqu'un de mon secteur qui va pouvoir juger si c'est vraiment créatif. Oui, et qui est capable de juger. Et donc, c'est pas n'importe qui. Alors, il y en a une, elle me disait, ma maman, elle est artiste comme moi. Donc, elle, je vais aller chercher son avis. Ou alors, ça va être les duos, les trios de confiance. Donc, dans les entreprises créatives, souvent, il y a des duos, des trios. Et on va aller voir son père, quoi. Et donc, c'est vraiment souvent une personne de confiance. Et si on n'a pas son père, ou alors, comme j'en ai rencontré un créatif, il a perdu son trio, alors il se sent tout seul. Et en fait, il dit, moi, j'ai plus ma puissance créative parce qu'avant, ma puissance, elle était dans mon trio. Et je n'ai plus mon trio. Donc, on sent, et alors, sinon, on sent qu'il y a des créatifs qui sont en recherche de leur duo. Et que quand ils l'ont trouvé, alors, c'est là, on est vraiment dans... Et alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette expulsion restituante? C'est qu'on va vraiment chercher si ça touche l'autre personne au niveau du CCC. Donc, on va rechercher chez l'autre s'il nous dit est-ce que c'est bien, déjà, il y a le verbaliser. Et puis alors, au niveau du corps, ils disent, je vais regarder dans les yeux, s'il y a les yeux qui pétillent, s'il y a quelque chose qui se passe. Au niveau du cœur, ben, la personne va dire, waouh, c'est trop bien ton idée. C'est vraiment l'émotion. Donc, on cherche à repérer cet alignement chez l'autre personne. Alors, l'état d'esprit, ben, il faut de l'humilité, parce que pour pouvoir aller se mettre en danger face à quelqu'un de son secteur qui peut juger, il faut avoir cette humilité-là, c'est pas facile. Une disponibilité de l'autre personne et de l'agilité dans le processus. Donc, cet espace-temps peut avoir lieu partout, mais la majorité du temps, ça va être dans un endroit sécurisé. Il y en a qui me disent, avec mon partenaire, dans la voiture, on a échangé. Et là, il n'y a pas d'autres personnes parce qu'on se met en danger. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Et alors aussi, ça va être aussi, je pense que dans le monde créatif, on a une forme d'agilité qui, dans les entreprises traditionnelles, quand on voit avec toutes des journées qui sont tellement rythmées, avec plein de réunions, on n'a pas le temps de cette agilité et de se dire, je vais pouvoir aller tout de suite confronter mon idée. Donc, je pense que une forme d'espace de respiration dans les journées pour pouvoir avoir ça, c'est utile aussi. Et ça, pour les entreprises traditionnelles, c'est quelque chose à comprendre. Oui, d'ailleurs, cette notion, tu l'as fait montrer, parce que ça, c'est mais d'un autre côté, si jamais tu as ce type de trop saucissonné, tu ne peux pas te dire, bon, les deux heures, ils veulent, c'est vraiment, voilà. Parce que du coup, ça rentre dans la dilatation, ou à quel endroit, tu vois, dans le processus, tu fais rentrer cette nécessité, alors parce que c'est tout cela, cette nécessité de même avoir une dimension. Tu ne peux pas, en fait, ton cerveau ne switch pas aussi rapidement. Je pense qu'il faut du temps de travail dans la densification-dilatation. Il faut avoir du temps pour l'attention parallèle, c'est-à-dire que si on est tout le temps occupé, qu'on n'a pas le temps d'aller un peu se nourrir et s'inspirer d'ailleurs, il faut pouvoir prendre ce temps d'inspiration. C'est ça qui va renourrir la personne. Dans la distance décantée, il faut pouvoir prendre des pauses. Quand on dit il me faut une idée pour demain, ben, on n'a pas le temps de la pause. Et moi, je vois bien, même mes étudiants, on a fait un sprint. Et alors, on passait vraiment de la problématisation à la génération d'idées sur la même journée. Ils disent, ben non, ça va pas. Moi, j'ai besoin de digérer, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de... Et ils ont verbalisé tout ça en disant, non, on va pas savoir produire une idée comme ça aujourd'hui même. Il faut le temps, il faut qu'on mette une pause. Donc maintenant, nous, on a mis 2 jours dans le sprint. On a un jour avec la problématisation et puis on a mis 2-3 jours après, on laissait un week-end avant la génération d'idées. Ils avaient tout à fait raison.
Mais j'étais en train de travailler en parallèle là-dessus, et puis en fait, il confirmait tout à fait ça. Mais donc, et alors par contre, la contrainte, ben, je pense qu'au niveau de la densification, dilatation, on peut travailler plus vite, et il y a un moment, on va devoir un peu forcer son cerveau à travailler. Ouais, Et donc, dans un process que tu fais une fois, là, il y avait des sessions qui avaient été disposées où les étudiants avaient intercalé des séances de cours. Et du coup, je suis allée partir, c'est pas possible, on ne peut pas les mettre dans un process, les faire changer de heure, on va les faire manger, et puis revenir, c'est ça. C'est ça. En plus, il y avait un contrôle. Alors, moi, je dans un process, tu vois, j'ai besoin de me dire, lundi, mardi, je suis là-dessus, je sais que je vais bosser comme une dingue, ça va être contraint, parce que je vais pas de possibilité. Mais si jamais je veux utiliser un truc, ça va être tout. oui, c'est pas possible. Parce que tu sors de ta bulle et de ton espace. Oui. Le temps que tu peux faire Tout à fait. à un autre univers après que tu revois, oui. En fait, c'est pour les conversions de complètement. Voilà, nous, quand les collègues ne veulent pas, ils doivent dire, en fait, nous, c'est pas les trucs, nous, partiel, on se veut les deux, c'est juste pas possible. J'ai la même chose pour la conceptualisation ici des espaces-temps. Au moment de conceptualiser, donc j'avais analysé mes données et tout, mais au moment de conceptualiser, vraiment, il me fallait une semaine avec rien. Et alors, tout est allé sur ma table, et alors j'étais là à travailler avec mes schémas, à essayer, tester, et un temps où je suis immergée dans mes données. Sinon, se réimmerger dans des données aussi précises et complexes, ça prend un temps de dingue. Juste dire une seconde. Oui. Oui. Sur la relation, justement, la relation avec les frères, oui. on voit le pédagogique à quel point pour s'engager en créativité, il vaut mieux avoir un binôme. Et le commission, c'est ce que ça a créé. Ça fait des binômes, notamment interdisciplinaires, qui ont bien fonctionné. Une stimulation par l'autre. Mais on s'est aussi rendu compte que si l'autre n'est plus là, on fait tout. Donc, il est important de faire toucher du doigt les processus intérieurs, les discussions intérieures, pour être autonome en fait, et pouvoir, avec n'importe qui, mais par n'importe quel stimulus, repartir. Et pas être dépendant de quelqu'un, oui. Si j'ai plus cette personne, si j'ai plus mon mot, c'est fini, je me remets. Après, le mec, il continue, hein, il est super créatif, il a continué, il a été directeur d'une équipe, mais il dit, lui, il a un peu perdu le côté fun du truc. Il est triste, il est super triste. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pas la même chose. Parce que les autres étaient tellement forts, comme puissants comme lui, que du coup, ça partait très loin, quoi. Qu'il y avait des rebondis assez étonnants. Alors, les relations, donc on voit ici que, en fait, c'est pas un processus statique, parce que vous allez avoir cet espace attentif qui est en continu. Et puis, vous allez avoir, évidemment, vous allez pouvoir passer par la densification dilatée à un moment pour travailler les éléments, mais en fait, tout le monde n'en a pas besoin. Il y a des hyper créatifs, ils ont une bibliothèque tellement riche et ils ont tellement l'habitude du process qu'ils vont aller sur un terrain, on leur pose une question et il y a déjà 1000 idées qui leur viennent. Donc, ils passent tout de suite en émergence captée, en fait. Et ils notent déjà leurs idées parce que voilà, ils sont érudits et puis tout d'un coup, leur idée est venue, donc ils ne sont pas passés par cette étape-là. Même chose, on va, au moment de l'expulsion restituante, on peut recaler l'idée, dire elle n'est pas terrible. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, elle ne va pas être perdue, cette idée. Elle va revenir dans ma bibliothèque, dans mon réservoir, et je la réutiliserai peut-être. Il y en a un qui m'a dit, j'ai comme ça des idées, elles sont dans des tiroirs, et puis pour un projet, 4 ans après, je suis allée la rechercher, alors qu'on l'avait recalée pour un autre projet. Donc on voit qu'il y a vraiment un côté très dynamique. Il n'y a parfois donc pas besoin de distance décantée quand on est passé tout de suite. Donc, c'est vraiment très variable. Et on va mobiliser l'espace-temps dont on a besoin au moment où on y est. Et... Vas-y. C'est sympa, tu sais, quand on a fait l'atelier, elle a parlé que l'entreprise, elle avait un professeur, et après, on a réussi dans la rebondie pour dire un groupe de stars d'idées, tu sais, le truc. Même tu laisses les idées qui voilà, et puis tu veux te coloniser après, éventuellement, tu vois, ta mycélium qui se développe et tout ça, tu te dis, finalement, celle-ci, elle a vachement été productive, et de la cette image du pourrissoir. Je parle de sédimentation. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça pousse tout seul, c'est vraiment des termes, on utilise des termes de quelque chose qui pousse. J'ai eu vraiment des verbatims dans ce sens-là, quoi, de l'ordre de la vie, comme ça. Donc, je voulais insister aussi sur le fait d'avoir la confiance dans certains éléments du processus créatif, une confiance dans sa bibliothèque, une confiance dans mobiliser ses sens et le mouvement.
Moi, je l'ai utilisé pendant ma thèse quand j'étais coincée et que j'avais vraiment un truc à trouver, notamment les termes de ces espaces-temps et tout ça. Je partais avec la question et j'allais marcher. Et donc, je mobilisais les processus que j'avais trouvés et en fait, ça marchait super bien. Je n'avais pas fait 3 mots que c'est parti, quoi. Je déclenchais le processus. Une confiance dans le reboot du CCC, une confiance dans le temps qu'il faut se donner et de se mettre des pauses. Avoir confiance en soi aussi, dans ses intuitions et ses émotions. Ça, je pense que c'est très important. Et l'importance d'accorder de l'importance au tout petit. Je pense que quelque chose qui fait la différence entre une personne qui se dit créative et une personne qui se dit pas créative, c'est justement d'écouter ces petits machins. C'est tout petit, hein, ce machin qui sort, qui est derrière sa tête, qu'on ne voit pas tout à fait et que souvent on fait comme ça. Et alors, justement, le créatif, il va aller capter ça, et il va commencer à le développer, à en prendre soin, et à le faire grossir, et il va être à l'écoute de ça. Je pense qu'on a tous ces petits machins, mais qu'on a tendance à faire ça. Et avoir confiance dans ses partenaires de créativité, bien évidemment, de ce qu'on vient de discuter. Voilà, vous survivez toujours? Est-ce qu'il y en a encore une? Je serai pas mal, je pense. Un petit peu. Donc ici, on passe à autre chose. Ah oui, je ne vous ai pas montré l'artefact que j'ai développé, je montre pour ceux qui sont à la caméra. C'est un dé avec les 5 espaces-temps. Et donc, on l'a utilisé en atelier mardi, où on a échangé sur nos espaces-temps. Et donc, la question, c'était de savoir est-ce que c'est utile ou pas, le dé. Je t'avais posé la question, Bruno. Finalement, il y a une des personnes qui a dit que ça permettait d'avoir un côté aléatoire dans les espaces-temps qu'on discutait, et justement de ne pas avoir ce côté linéaire. Et alors, il y a la face qui n'est pas encore imprimée, où il devait être marqué rejouer, mais ils m'ont dit qu'ils aimaient bien la face noire. En fait. Oui, ils t'en ont parlé. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que je laisse la face noire, que ça avait un côté mystérieux de la créativité. C'est ça. Oui, donc, tout à fait. Donc, d'un bug pratique, voilà. Donc, ça, c'est l'artefact de cette recherche-là. C'est ça. Alors, la troisième recherche, donc la deuxième empirique, c'est vraiment plus au niveau de l'espace. Est-ce que un espace, mais comment est conçu, je vais vous expliquer, de la conception au vécu d'un hub créatif. Donc, au niveau de l'espace et de la créativité, qu'est-ce qu'on connaît au niveau de la revue de littérature? Il y a eu beaucoup de recherches, notamment en psycho, sur l'impact de l'espace physique sur la créativité. Donc, pour ça, il y a plein de très belles revues de littérature qui vous expliquent ce qui est prouvé qui fonctionne, la lumière, les plantes, le concept de spatiosité, spaciousness en anglais. Puis alors, on vous dit aussi ce on ne sait pas, les couleurs, on ne sait pas. Il y a, parfois, on dit que le jaune, oui, parfois, on dit que le jaune, non, le bleu, non. Alors, ce qu'ils disent, c'est que les jeux style Google, Amazon, les toboggans, les kickers et tout ça, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, il y a plein de choses super intéressantes dans toute cette revue de littérature. Les toboggans, les kickers, tout ça, ce serait de l'ordre du gadget. Ça n'a pas d'impact. Mais dans certains espaces, chez Google, tu as des grands toboggans dans les espaces pour la créativité. C'est le côté fun, mais ça, en fait, ça n'a pas d'impact. Oui. En fait, c'est chouette à regarder. Mais ça ne stimule absolument pas. Apparemment. Là, c'était carré, c'est non. Alors, on a quand même beaucoup de recherches aussi sur l'espace social, donc au niveau de la communication, la culture organisationnelle par rapport à la créativité. Donc là, il y a quand même pas mal de choses qui ont été cherchées. Par contre, sur l'espace, comment ces espaces sont conçus, comment ces espaces sont expérimentés, ça, il y a peu de recherches. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à ça. Et donc, notre question de recherche, c'était que peuvent les espaces pour la créativité? Comment concevoir ce type d'espace qui se cherche et qui se veut créatif? Parce que nous, quand on a commencé le hub, c'était quand même un concept, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait. Hein. On voulait faire un hub créatif, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a vraiment pas beaucoup d'articles là-dessus, pas beaucoup de sciences. On a inventé un machin par rapport à des imaginaires. Et quel est le vécu de cet espace créatif par ses habitants? Vraiment essayer de voir le vécu des personnes. Alors, au niveau de la conception de l'espace, la méthodologie qu'on a utilisée dans ce cas-ci, c'était vraiment de l'observation participative.
participantes, de mes 2 directrices de thèse, qui ont participé en tant que partenaires à la conception du lieu. Donc, avec les autres partenaires, il y a eu des discussions, des retours d'expérience sur différents projets architecturaux. Elles ont pu consulter aussi des documents sur le projet architectural avec les architectes. Et donc là, vous voyez qu'on est dans le conçu, hein, il n'y a pas de gens sur les photos. Et donc, les résultats, mais ce qu'elle pense, c'est que le processus de conception de l'espace, il a eu lieu dans un écart entre 2 catégories sémantiques. Donc, nous, notre lieu, il est centré sur les industries créatives. Et donc, on serait vraiment dans un lieu qui a été conçu entre le domaine de l'industrie, de la gestion de l'innovation d'un côté, plus porté par le partenaire institutionnel de développement économique, et un autre domaine qui est le domaine créatif et d'expérimentation artistique, qui serait plus porté par l'autre partenaire qui est vraiment en mode industrie créative, enfin créative. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ça a influencé certainement. Surtout qu'en plus, les architectes qui ont gagné le marché public, ils étaient dans le premier track et ils étaient dans le deuxième track. Donc ils étaient dans le premier track, donc ils ont aussi vécu le premier track et ils savaient aussi ce qu'ils voulaient garder du premier track pour le transférer. Alors, elles disent on est vraiment dans un processus proche du bricolage de la pensée sauvage de Lévi-Strauss, donc où on procède par homologie à partir de choses très concrètes. Comme on ne sait pas ce qu'on fait, mais on pense qu'il faut. Et donc, il y a eu comme un inventaire des éléments spatiaux qui étaient considérés essentiels par les partenaires du point de vue de leur fonctionnalité. Et donc, c'est comme s'il y avait des signes pour exprimer ou signifier ce qu'on voulait construire. Et donc, on a créé des objets frontières. Ben, il faut un Fab Lab, il faut un coworking, il faut un coin café, une cuisine, il faut une arène, une salle créative, un coworking. Il y a quand même eu beaucoup de discussions sur le coin café, la cuisine, parce qu'on voulait un restaurant, le KIC, les partenaires créatifs et nous, et le partenaire plus industrie, lui disait, nous on a déjà vécu l'Oreca, c'est la galère pour gérer, donc on ne veut pas de restaurant. Donc ça c'est un gros débat. On est toujours convaincu que c'est une grosse erreur, mais voilà, parce que le but c'était aussi de faire venir des gens d'extérieur, pas que les gens de la communauté qui viennent pour une raison. Avec un restaurant, on peut venir sans raison. Mais bon, bref. Il y a 2 choses sur les 3 entités. L'accueil aussi. Et donc, le partenaire institutionnel nous a imposé une borne. Nous, on voulait des gens. Dans le premier lieu, il y avait des gens qui venaient vous accueillir. Et normalement, c'était le partenaire institutionnel qui avait reçu les sous pour payer le concierge. Dans le premier lieu, ils n'ont pas payé le concierge. Donc, c'était les gens du Fab Lab qui faisaient l'accueil. Et donc, le lieu devait être géré par le partenaire institutionnel. Il était en fait géré par le Fab Lab. Donc, ça donnait tout à fait une autre manière de gérer. Et puis, on a eu, quand on est arrivé dans le lieu, ils avaient beau avoir l'argent pour un concierge, ils disaient on ne va pas mettre quelqu'un, on va mettre une borne. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec la borne? C'est qu'elle est entre 2 portes vitrées. Donc, la première porte vitrée s'ouvre si vous êtes dans les heures d'ouverture. Puis vous arrivez devant cette borne et vous devez dire pourquoi vous venez. Vous avez un QR code, vous allez voir telle personne. Sauf que c'est vitré et que c'est devant la cuisine. C'est pour ça que je vous le montrais tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est tous très malheureux de voir ces gens coincés derrière cette borne. Donc, il y a toujours quelqu'un qui prend un café ou qui mange. Il y a toujours quelqu'un qui va libérer cette pauvre personne et qui fait l'accueil. Et donc, c'est un peu tout le monde. Comme on est dans une communauté qui a beaucoup de dons, de gratuité et qui a du temps agile, ben, elle va prendre son temps pour aller accueillir. Et alors, ça crée la sérendipité fois 10, puisque ce n'est pas toujours le concierge qui va accueillir. Alors, c'est « Ah, vous venez pour qui? Ah, et vous êtes là? Et vous êtes qui? Ah, mais ce serait super qu'on se voit après pour un café. » Hop, c'est parti. Donc, j'exagère, j'amplifie un peu le mouvement, mais c'est quand même un peu comme ça. Donc voilà, donc on voit en fait ici, j'ai un peu dérapé de la suite du vécu, mais donc dans la conception, en fait, chaque étendard a des propriétés qui sont dessinées entre plusieurs tensions. Donc, par exemple, et les tensions des 2 mondes. Donc, vous voyez, par exemple, le Fab Lab, et on est entre la conception et l'exécution, entre le corps et l'esprit, entre le penser et le faire, entre la propriété et le commun, entre le privé et le public, la science et l'expérience, la matière et le concept, la fabrique et l'industrie. Et vous avez un peu toutes ces polarités entre les 2 mondes dans chaque étendard. Typiquement, l'arène, on est entre le théâtre et l'amphithéâtre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'ordre d'un amphi d'université, hein, où on va parler, la parole du sachant, on va donner, mais en même temps, il y a des petits coussins, on n'est pas très loin les uns des autres, et il y a quand même des conversations. D'ailleurs, on fait souvent des conversations. Et donc, on est moins loin du sachant, et il y a quand même des échanges. Il y a aussi en mode, quand on l'utilise, on est en mode salon, c'est plutôt des échanges. Donc, on n'est pas tout à fait dans les amphis universitaires top-down, ça peut être aussi down-top.
Donc voilà un peu, et on a repris toutes ces polarités dans une roue qui montre vraiment toutes ces polarités. Et donc au niveau de la conception, on pense, après analyse, qu'en fait, il y a un ensemble de signes qui sont dans ce livre, vous avez vu, hein, des deux mondes. En fait, il y a un trop plein de signes, il y a des signes de tout. Et ce trop plein de signes, on dit qu'il y a une anomie, c'est-à-dire qu'il y a tellement de normes qu'en fait, il n'y a plus de normes, parce qu'on ne sait plus très bien où on est. On n'est pas dans un endroit de travail classique, on est un peu à la maison parce que tout le monde mange dans la cuisine, et donc en fait, il y a un mélange de normes qui fait qu'il n'y a plus de normes. Alors, qu'est-ce que ça permet? C'est un environnement paradoxal qui oblige à repenser ces présupposés. Et par ailleurs, on est dans une mosaïque où tout est possible, en fait. Moi, je prends telle norme qui m'intéresse, et puis j'en prends une autre, et j'allie, et en fait, je me fais ma petite sauce de normes, et je peux devenir qui je veux. Donc, on a, à notre sens, la création d'un antre qui est anomique, paradoxal et mosaïque. Par contre, comme on a créé un écart, c'est pas facile à maintenir. Il faut maintenir cet écart entre deux mondes. Et il y a une tendance à essayer de revenir chacun sur son bord. Et vous allez voir que ça cause des soucis, dans la suite, dans le vécu. Donc, au niveau de la conception d'espace, on est vraiment dans un espace que nous, on a appelé sémiologique, un espace qui renvoie plein de signes. Au niveau du vécu de l'espace, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est bien évidemment, j'ai fait du vécu participant, comme je vous ai dit, et puis il y a eu aussi des entretiens directifs ici avec 29 habitants, 18 hommes et 11 femmes, donc des créatifs et des non-créatifs. Il y a 20 résidents, donc des personnes qui ont leur bureau là, 12 professionnels de 8 entreprises, ces entreprises qui sont là, et 8 personnes de l'équipe d'animation du TRAC, et aussi 9 visiteurs, donc 7 visiteurs qui viennent soit pour le Fab Lab, soit on propose des ateliers de créativité, d'apprentissage des logiciels pour le Fab Lab. Il y a du coaching pour les entreprises, la partenaire institutionnelle fait du coaching pour développer les entreprises. Et alors, on a aussi 2 étudiants entrepreneurs, parce que l'incubateur étudiant est là aussi, donc j'ai aussi interrogé des étudiants entrepreneurs. Alors, les résultats, il y a un article de Myron Spector et al. Qui parle du vécu de paradoxe, pas nécessairement dans le cadre de la créativité, mais comment est-ce qu'on vit des paradoxes. Et ils disent que certaines personnes vivent des tensions et que ça les met en stress d'être au contact de paradoxes, mais que par contre, d'autres personnes expérimentent un état d'esprit paradoxal. Qu'est-ce que c'est cet état d'esprit paradoxal? C'est un état d'esprit où on accueille les tensions, on en tire de l'énergie, et ils disent qu'ils sont plus créatifs aussi. Oui. C'est proche, oui. C'est proche. Ce sont 2 notions, 2 concepts différents dans la littérature, mais on est dans le même, tout à fait la même veine. Et alors, qu'est-ce que moi j'ai observé au TRAC de toute ma collecte de données, c'est que seule l'équipe opérationnelle mentionne vivre des tensions. Les autres n'en parlent pas du tout. C'est logique, puisqu'ils sont les garants de l'écart. Et donc, c'est très compliqué à tenir, surtout qu'en plus, ce sont des personnes qui sont, comme moi, qui sont nommées par leur institution pour travailler dans le lieu. Mais donc, elles ont 2 casquettes. Elles dépendent de leur institution, elles sont payées par leur institution, elles ont des relations de hiérarchie avec leur institution. En même temps, elles doivent animer un lieu. Donc, c'est très difficile à tenir, déjà pour les personnes, parce qu'il y en a, par exemple, le partenaire institutionnel, il va dire vous devez être créatif, mais dès qu'on amène une vie créative, c'est non. Donc, c'est très, très difficile à tenir. Mais ce n'est pas que eux. Hein. Donc, il y a aussi, il y a aussi eu des difficultés dans les 3. On a eu des départs dans les 3 institutions. Un peu moins à l'Université de Namur, parce que comme on est là pour nos recherches, on a un autre objectif que le lieu. Donc, on est là pour l'animation du lieu et pour faire que le lieu fonctionne. Mais en même temps, on avait des recherches, une thèse. Donc, on était moins dépendant de la réussite du lieu. C'était aussi intéressant. Donc, on a eu moins de départs à l'Université de Namur. On était un peu entre les deux. Et alors, au niveau de la gestion des tensions, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de démissions, énormément. Des burn-out. Il y a un moment, c'est juste plus tenable. On a eu des burn-out. Et ça, c'est dans les 3 institutions. Et du hacking. Donc, ceux qui restent, ils hackent. Alors, moi, j'en suis arrivée à ne plus demander l'autorisation. Je le fais. Et puis, je me fais taper sur les doigts si ça ne va pas. Au début, je respectais les règles. Voilà, mais c'est le seul moyen. Au début, je respectais les règles, alors je ne faisais plus rien.
C'est ça. Exactement. Donc voilà les 3 stratégies. Oui. Non, ça veut dire qu'il y a un acteur en face qui essaie de comprendre. C'est pas sinon la main en même temps. C'est des rapports de force, ça veut dire une force qui essaie de contrôler. On va pouvoir arrêter, on va pas C'est l'acteur qui va revenir sur son pôle, en fait, qui n'est pas vraiment dans l'antre. Et il y a, et ouais, et c'est ça, c'est pas ça. Elle dit qu'il se passe, bon, les règles, en fait, je vais respecter le pouvoir de l'architecte et on dit, et surtout, quand le bâtiment est livré, je me suis livré, on veut intégrer le même, que personne n'a jamais dans de l'architecte. Parce que l'architecte veut que son architecte, par exemple, c'est une. Mais pour revenir sur la pour moi, la différence que je vois, c'est que la tolérance à l'ambiguïté, c'est pas la tolérance à des tensions par rapport à des tendances, c'est la tolérance à du flou et du foisonnement et du trop-plein, et on ne voit pas toujours forcément l'énergie tout de suite la chose. C'est avant l'insight. C'est ça. Mais dans les études, on dit que l'intelligence, c'est une forme d'intelligence qui est très anxieuse. C'est très intéressant. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, consciemment, il y a vraiment parfois des Non, non, mais c'est ce que je dis, il y a quand même un des acteurs, comme dit Christine, qui va retourner vers son pôle, et on n'est plus dans l'antre. Et ils nous remettent des normes tout le temps. Donc, dès qu'il y a eu un SDF dans le lieu, c'était fini, quoi. Vous voyez bien qu'il faut... Ouais, c'était la fin du monde. Hein. Alors, ça, c'est au niveau vraiment de l'équipe du TRAC. Et alors, par contre, les habitants, ils disent qu'ils se sentent énergétisés. Donc, j'ai énormément de verbatim qui disent « Ah, j'arrive là, j'ai de l'énergie, je suis dynamique. » Donc, eux, ils ont vraiment ce ressenti, donc, tel que MyRespector le dit. Et alors, l'autre chose que j'ai mis en évidence, c'est qu'ils vivent des polarités spatio-temporelles dans cet espace. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est un peu aussi nuageux. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont 4 polarités, et ce sera la fin de ma présentation. Donc, j'espère, je peux déborder de 5 minutes. Oui, il y a 13h31, on est large. Il y a encore 5 minutes. Donc, les personnes ne me disent pas qu'elles vivent, mais j'ai mis en évidence des polarités qu'elles vivent et que l'espace vit. Donc, c'est aussi bien les habitants qui vivent ces polarités que l'espace lui-même. Ce qui est logique vu mon cadre théorique. Donc, il y a 4 polarités, permanence et variation, densification et dilatation, profondeur et légèreté, et ombre et lumière, et je vais vous les expliciter. Donc, permanence et variation, ça veut dire quoi? Permanence, on est dans un lieu totem qui fait office de socle, qui est fixe, avec des résidents qui font forme, ils sont identifiés, ça permet de se centrer, cette permanence, de se centrer sur son travail. Il y a une proximité cognitive entre les résidents, puisqu'ils sont plutôt du secteur des industries culturelles et qu'ils attirent ça. Ils sont fournisseurs de ressources, puisqu'on vient chercher des entrepreneurs créatifs, donc ils vont fournir toutes ces ressources. Ils sont représentatifs aussi d'un certain air du temps, parce que le partenaire plutôt créatif, en fait, il a un festival
qui est un peu les nouvelles tendances de la créativité. Donc, les gens aiment bien venir se coller à ce partenaire et aux entreprises qui en dépendent parce qu'ils ont l'impression d'être un peu dans le futur de la créativité. Et alors, les personnes possèdent leur bureau. Tandis que la variation vient des événements. On organise beaucoup d'événements. Vous avez vu la Reine, on organise des workshops, il y a beaucoup de choses qui le Fab Lab. Et tout ça crée un flux, un mouvement de passage de personnes qui cherchent à épouser la forme. Donc, vraiment, typiquement, les deux pôles, c'est l'entrepreneuriat et la créativité. Et eux, ils sont non identifiés. Parfois, on va rencontrer des gens, on ne sait pas qui c'est. Et ces personnes-là, les résidents disent ça leur permet de se décentrer. Ils amènent une variation cognitive. Et ces personnes sont réceptrices de ressources. Mais donc, elles amènent une variation cognitive, elles amènent aussi de l'air neuf qui permet de se renouveler, de pas tout le temps être dans l'entre-soi. Ça, dans la créativité, on le dit dans les équipes créatives, il faut renouveler régulièrement avec des nouvelles personnes pour donner de l'air neuf. Donc ici, c'est apporté par ces événements. Et tout ça, toutes ces personnes s'écoulent dans l'espace et cet air neuf s'écoule. Donc, à chaque fois, pour chaque polarité, il y a, lié à mon cadre conceptuel, quelque chose qui est activé et il y a un mouvement spatial qui est en jeu. Donc ici, qu'est-ce qui est activé? On a une forme de respiration de l'espace, en fait, entre la permanence et la variation. C'est un mouvement, du coup, spatial de percolation. Les permanents vont percoler sur la variation va percoler sur la permanence. Donc, Tess dit, ça me permet de me centrer sur mon travail, sur mes tâches, sur ce que je dois faire, me centrer sur des sujets et en même temps de me décentrer. Pas de me dispatcher, mais de me décentrer par les distractions et les bonnes distractions qui titillent la curiosité. Donc, c'est vraiment comme si on avait de l'attention parallèle qui arrivait à nous en continu. Et quand on le souhaite. Alors, la deuxième polarité, c'est densification et dilatation. Donc, vous voyez le même mouvement que tout à l'heure dans les espaces-temps. Et là, on va remarquer qu'il y a des nœuds dans l'espace, il y a des nœuds qui sont denses, qui sont comme le cœur du lieu. Et typiquement, pour moi, de ce que j'ai remarqué, c'est la cuisine et la salle café. Il n'y a d'ailleurs qu'une salle café qui est vécue. Il y a des machines à café aux 3 étages. Et en fait, tout le monde va prendre son café au rez-de-chaussée. C'est ça. Et donc, c'est vraiment des lieux de vie. Et alors, le Fab Lab, ça, c'est l'autre endroit où ça grouille, ça échange beaucoup, où les gens sont proches dans des relations concentrées, des liens resserrés. Il y a une forme d'émulsion qui se passe dans ces nœuds et de cristallisation parfois de choses. Et par ailleurs, en même temps, les gens disent on a ces nœuds et on aime bien vivre ces nœuds. Et en même temps, on a besoin de volume. On a besoin de largesse, de champ, de spaciosité. Alors, ce n'est pas étonnant, vu que la spaciosité, c'est un des éléments importants pour la créativité, de lointain, d'aérer. Ça permet d'amplifier les idées, ce volume. Ça me permet de faire des choses plus grandes. Il y a comme un tam-tam et une propagation des idées. Il y a qui disent que c'est comme si vous voyiez les idées qui se baladaient dans l'espace. Mais en fait, et comment est-ce que j'ai pu mettre en évidence ce mouvement de dilatation? C'est qu'avant, dans l'ancien lieu que vous avez vu, la maison, les gens, quand j'en ai interrogé certains là-dedans, ils me disaient « Oui, c'est bien, mais ce sont étriqués. » Il n'y avait pas aussi une pièce pour chaque fonction. Donc, dans la cuisine, ça servait de studio photo, de salle de réunion, de salle de travail pour les gens du Fab Lab. Enfin, ça servait à tout. Les salles de réunion étaient trop petites parce qu'on avait des conférences et c'était trop étroit. Et donc, on ne peut pas penser grand, me disaient les gens. Et quand ils sont arrivés dans le lieu, avec tout le volume, vous avez vu, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de volume. Là, tout d'un coup, on peut enfin penser grand, on peut inventer des choses. Donc, il y a vraiment, et ça, c'est vraiment la différence entre les deux lieux qui m'a permis de mettre en évidence ça. C'est ça. Et donc, voilà, c'est ça. L'activation, c'est vraiment le déploiement d'un potentiel. Exactement. Et je peux penser grand. Et donc, on est vraiment dans un mouvement d'expansion des personnes. Donc, Bridget dit, on le sent, en fait. Je trouve que quand tu entres dans ce nouveau track, il y a tout ce volume qui est là et qui te donne envie d'y faire quelque chose. Et à l'inverse, est-ce que tu as des gens qui tu vas le voir après, dans une autre polarité. Oh, excusez-moi, mais... Hop. La troisième polarité, c'est profondeur et légèreté. Donc, on est là pour travailler de manière professionnelle, de manière formelle, avec des règles, du sérieux, du froid, du savoir-faire, beaucoup de savoir-faire, parce qu'on a des gens dans l'électronique, des gens dans la communication, le web design, tous les Fab Lab managers, ils ont plein de savoir aussi sur les objets. Enfin, on a vraiment beaucoup de savoir pointu, des ressources, des outils, tout ça pour être utile et pour comprendre les choses. Et en même temps, les gens me disent, c'est professionnel, mais en même temps,
On est là, on vit des choses, c'est fun, il y a plein de choses informelles qui se passent. On a une forme de liberté, de plaisir quand on vient dans le lieu, de chaleur, de savoir-être, des choses qui sont un souffle qui est doux, humain, gratuit, attention. Comme je vous disais, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on va prendre le temps de lui demander pourquoi il n'est pas bien, on va accueillir les personnes, on va prendre tout ce temps. Et alors, typiquement, moi, j'ai organisé une fois une conférence dans l'arène, j'étais perdue avec mes câbles, il y avait un truc qui ne marchait pas, les gens de la concierge n'étaient pas là. Je n'ai même pas dû demander, il y en a un qui est arrivé, qui est super adorable, et il est arrivé, il me dit, je vais t'aider. Je n'ai même pas dû demander de l'aide. L'aide arrive toute seule. Et ça, c'est super souvent en track. Donc là, on est vraiment au niveau de l'activation d'une ressource additionnelle intangible. Il y en a qui m'ont parlé d'un deuxième cerveau, d'une troisième main, un peu comme MacGyver. Là. Et vous êtes en fait, parce que vous avez un souci, vous avez tout de suite demandé, j'ai un problème avec mon site web, oh, on va voir les spécialistes, j'ai un problème avec comment est-ce que je dois faire ma com, on va demander, et en fait, c'est beaucoup plus rapide que d'être sur un forum. Et en fait, l'aide, on a un pensionné aussi dans le Fab Lab, il venait au début comme utilisateur du Fab Lab, et après, il est devenu, même maintenant, il est devenu un aide au Fab Lab. Et il disait, c'était génial, moi, je ne connais rien, plein de choses, j'ai 65 ans. Et alors, j'ai tout de suite tout plein de jeunes qui m'expliquent plein de trucs. Je serais chez moi tout seul avec mon ordinateur, je ne m'en sortirais pas. Donc, on est vraiment dans un mouvement d'extension. Et Ursula exprime vraiment très bien cette polarité et cette flexibilité qui est au track, cette bienveillance, ce côté cool dans le travail qui n'empêche pas l'efficacité. Ils ont envie que cet endroit reste cool, sérieux, respectueux, mais en même temps, voilà, sans prise de tête. On travaille simplement de manière efficace, on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de bien faire les choses. Et ça, c'est ce qu'ils apprécient, enfin, en tout cas, c'est ce que certains apprécient dans le lieu. Et la dernière polarité, c'est ombre et lumière, en fait. Donc, il y a vraiment des endroits, et notamment le dernier étage où il n'y a que des résidents, et c'est tous les anciens résidents de l'autre endroit qui ont pris là-bas parce qu'il y a de la lumière du jour, ce qu'il n'y a pas partout. Et ce couloir, en fait, est caché. Donc, il y a plein de gens qui viennent au track qui n'ont jamais vu. Et on a aussi une salle de cool, avec des jeux et tout ça, un salon. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette salle, en fait, alors qu'elle a une terrasse avec une vue sur l'eau. C'est un peu caché. Il y a vraiment des endroits invisibles, illisibles, aussi tous les bureaux. Dans la discrétion, on peut travailler. Dans le Fab Lab, on peut bidouiller. Il y a les bureaux privés où c'est opaque. On est chez soi, on est protégé. Et en même temps, il y a des espaces, tout le bas que vous avez vu, qui lui est très lisible, justement, par rapport à l'ancien track où on rentrait, on ne savait pas très bien ce qui se passait dans ce lieu. Ici, on voit le coworking, on voit le Fab Lab, on voit l'arène, on voit la cuisine, on voit les bureaux. Donc, c'est très transparent, c'est clair, aussi au niveau lumière, il y a beaucoup de lumière. Et alors, il dit, les bureaux, c'est de l'ordre du privé, et puis les espaces communs, c'est de l'ordre du public. On est plus dans le show. Et alors, c'est plus impersonnel. Et alors, on peut s'exposer si on le veut. Donc, il y a par exemple des événements de pitch party. Quand l'entreprise est prête à montrer ce qu'elle veut, elle peut aller à la pitch party. Il y a le Kit Festival, il y a aussi un market où elle peut montrer ce qu'elle fait, mais on travaille dans l'ombre et quand on est prêt, on peut être exposé à la lumière. Donc ça, on est vraiment dans une activation d'un tremplin. Et ça, il y en a qui le disent, le fait qu'on soit ici, on a eu un tremplin, on a accès à un réseau, on est sur le site web, on peut être attaché au nom du track et une certaine notoriété. Donc ça, nous, petite boîte qui commençons, une des boîtes, quand elle a commencé, elle sortait de son garage et puis maintenant, elle travaille avec Stromae, l'entreprise Maestro de Stromae, avec sa femme, ils font les vêtements, ils font leur site web, ils font les vêtements. Donc, ils sont devenus un acteur important dans le design graphique. Je termine juste sur la verbatim et puis Et alors, Léopold dit, et puis en dessous, vous avez l'aménagement paysager, mais c'est beaucoup plus impersonnel, c'est comme une location, c'est différent, tu n'as pas ton propre bureau, vous n'êtes pas chez vous, c'est juste comme dans un lieu commun. On a vraiment ce sentiment. Oui. Dans le modèle du monde, il y a un équilibre. Oui. Et je comprends bien l'idée que le collectif, il faut bien qu'il y ait l'équilibre. Tout à fait. Mais depuis que vous avez parlé de polarité, je pense qu'il y a une modèle avec des personnalités comme oui. Et en fait, on est toujours entre deux pôles, par exemple, dans l'inspiration et l'occupation, oui. mais on est, selon qui on est, oui. Oui. Et est-ce que, j'imagine, chacun d'entre nous,
On ne dit pas exactement la même manière, c'est l'équilibre, en fait. Tout à fait. Les gens sont Oui, tout à fait. J'ai entendu passer la question de c'est quoi finalement les individus qui Trouve leur espace. se situent différemment dans les polarités. Comment ça se tricote et comment ça se modifie parce que il y a tout ça, et donc comme vous l'avez dit, ça crée des tensions. Oui. Ben, les gens vont trouver leur espace de travail comme il y a. Moi, au début, en tout cas, aux architectes, ce que j'ai dit, je ne connaissais vraiment rien. Les toutes petites choses que j'avais lues, c'est qu'ils avaient mis tout ouvert. Et donc, je dis, il faut des espaces fermés pour que les gens puissent se concentrer. Donc, ils ont refermé certains espaces. Aux grand dames des architectes qui, à un moment, avaient mis la salle créa tout au milieu du lieu. Et en fait, pas du tout en sécurité. C'était pas en vert, mais c'était tout au centre. Donc, ils ont été très frustrés parce que leur projet a été revu. Mais je pense que c'était une bonne perception. Et alors, mais il y a plein d'espaces disponibles. En fait, il y en a qui vont travailler dans la cuisine, il y en a qui vont travailler au coworking parce qu'ils aiment mieux être dans le bruit, il y en a qui vont travailler dans le coworking parce que c'est plus calme. Les deux coworking ont pris une fonction différente. Celui du haut, c'est un peu des échanges. Ils ont vraiment une communauté. Et quand ils veulent travailler calme, ils vont se mettre en bas. Il y a des cabines téléphoniques aussi pour faire les calls. Donc, il y a moyen de trouver des espaces différents. Et alors, par ailleurs, il y en a un des coworkers qui m'a témoigné, parce que j'ai fait une conférence et il témoignait, et il disait que lui, par contre, le problème, c'est que la sérendipité a pris trop de place, qu'il n'arrive plus à travailler. Parce qu'il est tellement sociable qu'il a fait connaissance avec tout le monde. Et donc, il dit, parfois, je dois m'empêcher d'aller prendre des cafés, de discuter avec tout le monde, parce qu'il y a un moment où je dois converger, je dois bosser, quoi. Et là, il va développer du coup des stratégies dans l'espace pour réussir à... Et ça, c'est un peu lié à sa personnalité aussi, et je peux très bien comprendre. Mais donc, oui, ça, c'est pas toujours évident. Chacun trouve une stratégie par rapport à lui. Ceux qui ont des bureaux, ils l'ont très bien. Et puis, ceux qui n'ont pas de bureau, c'est... Et alors, ils viennent vraiment, ceux qui ont des bureaux, ils viennent vraiment à la machine à café quand ils ont le temps. Typiquement, les architectes, quand ils sont en charrette, on les voit, ils passent, ils ne s'arrêtent même pas à la machine à café. Et alors après, quand ils ont le temps, ils vont prendre le temps de remettre de l'air neuf, mais il y a des moments où ils sont en convergence et ils n'ont pas besoin. Je vais terminer pour ceux qui doivent partir. Et on va faire les questions juste après, parce que comme ça, je termine. Tu peux avoir peut-être une personnalité plus forte sur la mais en fait, là, ce matin, on a travaillé. En fait, on avait dans une salle qui était une partie un peu trop grande, parce que ça se trouvait au fond qu'on avait assez loin, et je pense que c'est un peu compliqué. Mais du coup, je vais dire les grandes choses qui sont là, je vais dire, c'est quoi c'est juste ça, donc en fait, ça peut aussi parler par rapport à ce que tu travailles, voilà. Moi, quand je suis au track, comme je suis dans l'équipe d'animation, je ne prévois pas du gros boulot. Hein. Je fais toutes mes réunions, tous mes contacts parce que ça va plus vite et je laisse le gros boulot pour la maison. Après, c'est mieux, c'est un peu le souci, c'est cette dissolution. Oui. Parler là-dessus. Elle existe vraiment très fortement, mais c'est vrai que des fois, tu as besoin de recaler chez toi, de familier. Bah, surtout depuis le Covid, les gens viennent que 2 jours par semaine, donc on les voit que 2 jours par semaine, donc tous les moments de réunion sont calés sur ce. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'avec tout le monde se dit, ça ne pas forcément. Parfois, je bossais, alors je vais me taper dans une salle de réunion qui n'est pas réservée et je vais mettre dans le coworking. Dans le coworking, c'est calme et je dis à mes collègues, j'ai besoin de bosser. Hop, je pars au coworking. Ou je mets mon casque. Aussi, beaucoup font leur casque. Et pas de partout, parce que, en fait, et selon ton contexte, c'est toi qui vas évidemment choisir là où tu as préférence. Oui. C'est vrai que des fois, on peut faire un peu plus de choses, on peut faire un peu plus ça tranquille dans le chaud. Et puis, d'autres fois, l'espace. C'est vrai. Ah oui. Est-ce que tu as peut-être besoin de compenser le fait que tu ne vois plus des étudiants? Ouais, non, en fait, si, ça vient oui.
Je termine vite. Donc, ça, c'est juste un résumé de ce que je vous ai exposé, les polarités, l'activation, les mouvements. Et quel lien avec la créativité quand même, hein. Donc, la permanence permet la stabilité, les routines, la convergence de travailler, la persévérance, la confiance et le confort, tandis que la variation permet la curiosité, l'inspiration, la divergence. La densification, ben, comme tout à l'heure, permet la pertinence des idées, et alors la dilatation va permettre l'originalité des idées. La profondeur permet l'expertise pointue et la légèreté permet le plaisir. Et l'ombre permet les essais-erreurs et d'avoir du temps pour travailler et de bidouiller. Et la lumière permet de se confronter à l'extérieur, de montrer ce qu'on fait et d'avoir une certaine crédibilité qui est nécessaire aussi quand on doit diffuser ses idées. Donc, la conclusion de ce vécu de l'espace, c'est que on habite des polarités dans cet espace-là, en tout cas, et que c'est un espace topologique. Nous, ça c'est la conclusion de l'article, on repense la conceptualisation des espaces entre un espace morphologique, qui est l'espace concret, l'espace physique, un espace sémiologique, qui sont des sémaphores qui signalent ce que l'on cherche dans la conception, l'espace topologique, avec des polarités vécues entre l'espace et les habitants, et un espace mythique, qui est plus méta, qui est le récit qui est recherché dans l'espace. Oui, ben oui, il y a un peu de ça, tout à fait. Oui, on est dans un créatif, la créativité est au centre. Voilà. Donc, une des contributions de la thèse, pour boucler la boucle, c'est à mon sens, de penser des impensés de la créativité, parce que fatalement, on ne va pas penser des polarités, c'est très compliqué, c'est seulement avec de la conceptualisation qu'on peut les mettre en évidence. Et en même temps, quand je les exprime, les personnes me disent « Ah oui, c'est vrai ». Donc, ça permet de penser des choses qu'on n'avait pas pensées grâce aussi au cadre conceptuel et d'améliorer du coup notre compréhension et notre mobilisation de la créativité. Et alors, je vous montre encore juste un livre que moi j'ai adoré, qui m'a été référencé ici à Grenoble, pendant une conférence où j'étais ici à l'UGA. C'est d'un journaliste qui s'appelle Weiner, un journaliste américain, qui est allé dans plusieurs lieux. Et donc, en fait, lui, c'est plus les dimensions d'espace et de temps au niveau macro. C'est-à-dire qu'il est allé dans des lieux qui ont été mythiques au niveau de la créativité dans leur époque. Et donc, c'est des lieux qui ont été mythiques à une certaine époque. Donc, typiquement, la Grèce, Athènes et la Grèce antique, l'Italie au niveau de la Renaissance, la Silicon Valley aux États-Unis au XXe siècle, mais on va aussi avoir des choses qu'on découvre avec Hangzhou en Chine, l'Écosse, qui au XVIIe, XVIIIe siècle a produit plein de scientifiques qui après sont partis aux États-Unis, mais je ne savais pas du tout. Et donc, alors, il va chaque fois dans le lieu, donc c'est un peu, il mène un peu une enquête comme ça, et il fait beaucoup de références avec plein de choses de la créativité, donc il va vraiment chercher des auteurs dans la littérature scientifique. C'est qu'en anglais, mais c'est vraiment passionnant. Voilà. J'aime bien le référencer parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je trouve qu'il est très, très riche au niveau créativité. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci à ceux qui sont à distance. Oui, je vais essayer de arrêter le partage. Oui. 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 Je vais mettre là. On est passé au sein, mais on est en même temps ça et ça, et ça travaille un peu en souterrain. Tu vois, par rapport à la vidéo tout à l'heure, moi j'ai selon les équipes pédagogiques des collaborateurs, avec des artistes, avec des réalisateurs, nous en entretien, on est beaucoup avec des gens qui sont professionnels, donc qui sont vraiment engagés, et on voit bien que il y a des moments aussi de notre processus de création, de créativité, qui va correspondre à certains types de polarité et de type, en quelque sorte. Et qui sont aussi en lien avec, j'avais envie d'aller cette question, mais aussi un processus de questionnement personnel, sur la recherche, sur sa pratique. Et on va se transformer aussi au contact de certains duos, et on va rentrer en résonance avec voilà, on va parler avec certains parce que repère des questions qui étaient les mêmes, il y a de l'organique, et là, c'est
Et en fait, il y a quelque chose qui est aussi un petit peu bricolé. Des fois, on a toujours à dire, bah voilà, c'est ça, c'est la polarité, ou c'est pas la polarité. C'est pour ça que je pensais à cette notion de consommation silencieuse, parce que on est déjà dans l'âge de l'industrie créative, on est déjà dans quelque chose qui est une transformation. On ne peut pas s'exprimer. C'est pour ça que je parlais de l'intention, enfin, c'est intéressant la notion de la pensée, l'intention de présentation, parce que ça résonne plus avec ce que j'arrive pas à capter de façon à mettre des mots dessus. Mais c'est une évolution, je sais pas comment dire, une rénovation de choses qui permettent le présent. Enfin, je sais pas comment... Oui, il y a un développement hein, Oui, du potentiel créatif de chaque personne qui évolue tout le temps. Comment vous arrivez à intégrer ça? Parce que c'est vrai que forcément, quand on fait des tableaux, quand on catégorise, c'est le propre de la démarche scientifique aussi, c'est qu'on voilà, Oui, on fixe quelque chose comme un idéal. tout à fait. Et comment vous avez, vous prenez en compte cette évolution parce que moi, je suis à la fois un peu dans le démarche de la recherche, mais aussi un engagement sur le terrain. Comment vous prenez en compte cette polarité aussi de dire on est dans une dynamique permanente et c'est vrai que enfin, voilà, c'est une question que je me pose. C'est la limite de la recherche ici, c'est que il y a un des professeurs qui a dit qu'il devait écrire un article sur François Julien justement depuis des années, et dit je m'y colle pas parce qu'en fait avec notre mode de pensée européen et notre mode de pensée dans la recherche, on est antithétique avec la pensée de Julien. Donc en fait, moi j'ai passé quand j'ai écrit ma thèse, j'ai fait hyper attention au vocabulaire que j'utilisais. C'est pas j'observe, c'est pas je regarde, c'est pas. Et alors que dans la recherche, on utilise tout le temps ces termes-là. On est dans vraiment séparation sujet-objet. Et ici, ben, il y a un moment où on est quand même sur des typologies, on va quand même figer. Et donc, parce qu'on est dans Et donc, notre pensée est tellement intégrée qu'on a du mal à rentrer complètement dans la pensée chinoise. Et donc, c'est des limites. C'est vraiment des limites. Et ça en fait, c'est vraiment parce qu'on est dans l'écart. Donc, ça va permettre de voir d'autres choses. Mais je suis quand même restée dans la pensée européenne. J'ai essayé de m'en détacher le plus possible, mais je représente quand même avec des moyens de la pensée européenne. C'est pour ça que c'est un écart concret pour permettre de mieux voir notre pensée. Mais je ne suis pas dans une pensée chinoise complète parce qu'on est trop imprégné de la nôtre. Surtout dans nos outils de recherche et C'est aussi super de pouvoir essayer de se faire des liens entre les deux. Oui, oui. Merci. Oui. Et je t'avoue que moi, j'ai un call dans 5 minutes aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, ça vous a plu? Merci beaucoup. Voilà, merci, merci aussi de nous avoir permis de suivre ça à distance parce que je vous avoue que Grenoble-Brest pour un midi, ça aurait été Un peu compliqué. long. Mais c'était passionnant. Voilà, merci. Ben, avec grand plaisir. Bon après-midi à vous. Et j'espère pouvoir vous rencontrer en vrai un jour. Et oui, certainement. Bonne continuation, belle suite de journée. Merci également. Merci. À vous aussi. Et j'arrête l'enregistrement. Voilà, désolée qu'il y ait peu de temps pour les échanges. Ciao. Démarche pédagogique